Un avion se crache en plein ciel. Un speedrunner saute inexplicablement sur une plateforme supérieure. Quoi? Et un recomptage des votes est lancé. Tout cela en raison du même phénomène invisible qui traverse l'univers. Le 18 mai 2003, les électeurs belges se sont rendus aux urnes. Dans de nombreuses régions, le vote se faisait sur un ordinateur, une pratique que les Belges expérimentaient depuis plus de 10 ans. Et le système avait une sauvegarde. Chaque électeur insérait une carte magnétique dans la machine et faisait sa sélection à l'écran. Leur vote était sauvegardé sur l'ordinateur ainsi que sur la carte magnétique qu'ils déposaient ensuite dans une urne pour garantir une sauvegarde. Tard dans la nuit, alors que les votes étaient en train d'être comptabilisés, un des responsables électoraux ont détecté un problème avec les résultats de Schaerbeek, une municipalité bruxelloise. Maria Vindevogel, une candidate peu connue de son propre parti, a reçu plus de votes qu'il n'était mathématiquement possible. Ils le savaient grâce au fonctionnement du système de vote préférentiel. Alors, ils ont sorti les cartes magnétiques et ont relancé le décompte. Un par un, ils les ont repassés à travers les machines, et après plusieurs heures, le recomptage était terminé. Les totaux de vote pour chaque candidat étaient exactement les mêmes qu'avant, sauf pour Maria Van Vogel. Dans son cas, le nombre de votes recomptés était inférieur à l'original de 4096. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment son décompte original a-t-il été gonflé de plus de 4000 votes? Des experts en informatique ont été appelés pour tester en profondeur le logiciel. Ils ont passé le code au peigne fin, mais n'ont trouvé aucun bug. Ils ont récupéré l'ordinateur qui avait réalisé le premier décompte erroné et ont testé le matériel encore et encore, mais ils n'ont pas pu reproduire l'erreur. Tout dans le matériel semblait être en parfait état de fonctionnement. Et cela ne laissait qu'une seule explication possible, et elle est sérieusement étrange. L'indice vient du nombre excessif de votes que Vindevogel a reçu, 4096. Les ordinateurs fonctionnent en utilisant le binaire, des chaînes de 0 et de 1, chacune correspondant à une puissance de 2. Dans l'ordinateur qui comptabilise les votes, une chaîne de bits représentait le nombre de votes reçus par Maria. Cela a commencé avec tous les zéros, puis à mesure que chaque vote pour elle arrivait, il s'incrémentait de 1. Physiquement, cela se fait en activant un transistor pour 1 et en le désactivant pour 0. Ce qui est remarquable avec le nombre 4096, c'est qu'il s'agit exactement d'une puissance de 2, soit 2 à la puissance de 12. C'est le 13e bit. Donc, pour que Maria Vindevogel reçoive 4096 votes supplémentaires, une seule chose devait se produire. Le 13e bit devait passer de 0 à 1. Mais pourquoi cela arriverait-il? Les enquêteurs travaillent, car les bits ne basculent que si nous le souhaitons. Ou bien le font-ils? Lors de leur enquête, les enquêteurs belges ont découvert des rapports faisant état de problèmes similaires dans de grandes entreprises informatiques dès les années 70. En 1978, Intel a signalé des erreurs étranges apparaissant dans leur mémoire vive dynamique de 16 kilobits ou DRAM. Les uns se transformeraient spontanément en 0 sans cause apparente. Le problème s'est avéré être l'emballage en céramique dans lequel la puce était enfermée. Suite à l'explosion de la demande d'emballage de semi-conducteurs dans les années 70, une nouvelle usine a été bâtie sur la Green River, au Colorado. Malheureusement, ce site se trouvait juste en aval d'une ancienne usine d'uranium. Des atomes radioactifs se sont retrouvés dans la rivière, puis dans l'emballage en céramique des microchips d'Intel. Les scientifiques qui ont enquêté sur le problème ont découvert que même des traces d'uranium et de thorium dans la céramique étaient suffisantes pour causer des problèmes. Dans leur DRAM, la mémoire était stockée sous forme de présence ou d'absence d'électrons dans un puits semi-conducteur. Les particules alpha émises par l'uranium et le thorium étaient suffisamment énergétiques et ionisantes pour créer des paires électrons-trous dans le silicium. Si une particule alpha frappait au bon endroit, elle pouvait créer un grand nombre de porteurs de charge libre, provoquant l'accumulation d'électrons dans le puits, transformant un 1 en 0. Ceci est connu sous le nom de Single Event Upset, qui est un type d'erreur temporaire. L'erreur est qualifiée de douce parce que le dispositif n'a pas été endommagé. Le bit a changé, mais vous pouvez l'effacer et le réécrire sans aucun problème.
Les chercheurs ont exposé les puces à des émetteurs alpha avec différents niveaux d'activité. Ils ont observé une corrélation directe entre le nombre de basculements de bits et la quantité de particules alpha auxquelles la puce était exposée. La raison pour laquelle ce problème a été identifié dans les années 70 est que les composants des puces avaient été miniaturisés au point qu'une seule particule alpha pouvait produire assez de charge pour basculer un bit. Ces découvertes ont immédiatement suscité beaucoup d'intérêt. Le document a été largement diffusé dans l'industrie avant sa publication. En conséquence, les fabricants de puces ont été plus prudents pour éviter les matériaux radioactifs lors de la production et l'emballage de leurs microchips. Par conséquent, le bit flip qui a donné à Maria Van de Vogel 4096 votes supplémentaires n'a pas été causé par la radioactivité naturelle dans l'ordinateur. Alors, d'où venait-il ? Après la découverte de la radioactivité de l'uranium par Henri Becquerel en 1896, les scientifiques ont cherché à la mesurer. Quelle était la radioactivité des différents matériaux ? Et une façon de le faire est avec un électromètre à feuille d'or. Lorsqu'il est chargé, la feuille est repoussée, et vous pouvez mesurer la quantité de charge par l'angle de la feuille. Maintenant, si un rayonnement ionisant pénètre dans la chambre, il arrache des électrons aux molécules d'air, créant des charges positives et négatives. Les charges opposées sont attirées par la feuille, la déchargeant avec le temps. Plus le niveau de rayonnement ionisant est élevé, plus l'appareil se décharge rapidement. En 1910, Theodor Wolff a emmené son électromètre au sommet de la tour Eiffel. Comme la radioactivité a été trouvée dans le sol et les roches de la Terre, il s'attendait à ce que 300 mètres plus haut, le rayonnement ne soit que de quelques pourcents du rayonnement au sol. Au lieu de cela, il n'a constaté qu'une légère diminution. En 1911, le physicien autrichien Victor Hess a décidé de pousser cette expérience plus loin. Littéralement, il a chargé des électroscopes dans le panier d'un ballon à hydrogène. Lors de ses 2 premiers vols, il a observé la même chose que Wolff. Jusqu'à une altitude de 1100 mètres, les 2 voyages n'ont révélé aucun changement fondamental dans la radiation par rapport aux valeurs observées au sol. Mais l'année suivante, il a effectué 7 vols en ballon jusqu'à une altitude de 5200 mètres. Et ici, il a découvert quelque chose de remarquable. Alors qu'il y avait une baisse initiale de la radiation pour les premières centaines de mètres. Au-dessus d'1 kilomètre environ, le niveau augmentait avec l'altitude croissante. À sa hauteur maximale, le niveau de radiation était plusieurs fois supérieur à celui au sol. Il semblait que la radiation ne venait pas de la Terre, mais du ciel. Hess a programmé l'un de ses vols en ballon pendant une éclipse solaire, et alors que la Lune passait devant le Soleil, il a soigneusement surveillé ses instruments, mais les lectures n'ont pas été affectées. Même avec le Soleil à moitié couvert, le niveau de radiation était le même. Comme aucune influence de l'éclipse sur le rayonnement pénétrant n'a été notée, nous concluons que même si une partie du rayonnement devait être d'origine cosmique, il émane à peine du Soleil. Victor Hess avait découvert les rayons cosmiques, un rayonnement de haute énergie provenant de l'espace. Mais que sont exactement ces rayons et d'où viennent-ils ? Eh bien, aujourd'hui nous savons qu'ils ne sont pas des rayons électromagnétiques comme beaucoup le soupçonnaient, mais des particules. Environ 90% sont des protons, sont des noyaux d'hélium, et 1% sont des noyaux plus lourds. Certains d'entre eux proviennent du Soleil, mais ils ont une énergie relativement faible. Les rayons cosmiques de haute énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière proviennent d'étoiles en explosion, des supernovas, dans notre propre galaxie et dans d'autres. Et on pense que les particules de plus haute énergie proviennent des trous noirs, y compris des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Mais il est difficile de déterminer exactement d'où viennent les rayons cosmiques, car en tant que particules chargées, ils sont déviés par les champs magnétiques dans l'espace. Ils peuvent donc se frayer un chemin à travers l'univers pendant des milliards d'années. Un rayon cosmique, détecté le 15 octobre 1991, avait une énergie de 51 joules. C'est une seule particule subatomique avec l'énergie d'une balle de baseball se déplaçant à 100 km/h. Pour des raisons évidentes, elle a été surnommée la particule « Oh my God ». Mais les rayons cosmiques primaires n'atteignent pas la surface terrestre. Au lieu de cela, ils entrent en collision avec des molécules d'air à environ 25 km au-dessus du sol et créent de nouvelles particules comme des pions.
Celles-ci entrent en collision et se désintègrent dans d'autres particules comme des neutrons, des protons, des muons, des électrons, des positrons et des photons, qui, à leur tour, interagissent avec d'autres molécules d'air dans une série d'événements en chaîne. Ainsi, d'un seul rayon cosmique primaire provient une pluie de particules se dirigeant vers la Terre. C'est l'une de ces particules que les enquêteurs soupçonnent d'avoir frappé un transistor dans un ordinateur en Belgique, faisant passer le 13e bit d'un 0 à un 1 et donnant à Maria Windevogel 4096 voix supplémentaires. Mais à quelle fréquence de tels incidents surviennent-ils ? En 1911, Charles Wilson a rendu possible la visualisation des rayons cosmiques qui nous entourent lorsqu'il a perfectionné sa chambre à brouillard, une enceinte remplie de vapeur d'eau ou d'alcool en sursaturation. Lorsqu'un rayon cosmique traverse la chambre, il ionise le gaz, provoquant la condensation de la vapeur en minuscules gouttelettes sur les ions, révélant ainsi le chemin de la particule. Les particules alpha, noyaux d'hélium, laissent des traces courtes et épaisses, alors que les particules bêta, électrons, des traînées longues et fines. En 1932, Carl Anderson a identifié une traînée qui semblait avoir été créée par un électron, mais dans le champ magnétique appliqué, elle courbait dans la mauvaise direction, ce qui implique qu'elle avait une charge positive. Anderson avait trouvé l'antiélectron ou positron. C'était la première observation confirmée de l'antimatière. 4 ans après, utilisant aussi une chambre à brouillard, il a découvert le muon dans les rayons cosmiques. Pour sa découverte du positron, Anderson a reçu le prix Nobel de physique en 1936. Il a partagé le prix avec Victor Hess, l'homme qui a découvert les rayons cosmiques en premier lieu. Des particules invisibles qui influencent nos vies de manière dont la plupart d'entre nous n'ont pas conscience. C'est peut-être la chose la plus rare qui soit jamais arrivée dans un jeu vidéo. En 2013, l'utilisateur Dotatebag faisait un speedrun de Super Mario 64 sur console. Dans le niveau TikTok Clock, il se téléporte soudainement sur une plateforme plus haute. As-tu rencontré des murs invisibles ? Quoi ? Tu as rencontré des murs invisibles ? C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Le mouvement gagne quelques secondes et il semble s'agir d'un bug récemment découvert dans le jeu qui pourrait donner un avantage aux speedrunners. L'utilisateur PanonCook12 a offert une prime de $1000 à quiconque pourrait reproduire l'Upwarp. Mais jusqu'à présent, après 6 ans, personne n'a réussi à le faire. La meilleure explication que quiconque puisse trouver est qu'un rayon cosmique a causé le bug. Il a été démontré qu'un simple basculement de bits dans le premier octet de la coordonnée de hauteur de Mario aurait pu causer l'effet. Au niveau principal, l'octet était 110001001, mais si vous inversez le dernier en 10, cela change sa position verticale, et par hasard, cette nouvelle hauteur coïncide avec l'étage supérieur. Pan et Cook12 ont écrit un script pour inverser manuellement le bit au bon moment et ont réussi à obtenir le même upwarp. C'est un renversement de bits particulièrement visible, mais la vérité est que les rayons cosmiques déclenchent des renversements de bits tout le temps. Un dérangement transitoire à cet endroit peut altérer le fonctionnement de ces dispositifs et nous l'appelons une interruption fonctionnelle d'événement unique. Donc un processus entier peut se bloquer, donc une page de crash que vous obtenez pourrait en fait avoir été un neutron ou autre. Une page de crash pourrait effectivement être causée par un rayon cosmique. De nos jours, il existe plusieurs moyens de rendre les puces informatiques résistantes face aux inversions de bits, comme le code de correction d'erreur ou la mémoire SSRA, mais on ne peut pas totalement empêcher les inversions de bits. En 1996, IBM estimait qu'il se produisait une inversion de bits par mois pour chaque 256 mégaoctets de RAM. Le principal coupable semble être les neutrons créés dans la pluie de particules des rayons cosmiques. À partir de 2009, Toyota a rappelé des millions de véhicules en raison du problème d'accélération non intentionnelle. Nous roulions à environ 70 sur la voie rapide et il a dit que la voiture continuait d'accélérer et il ne pouvait pas l'arrêter. Beaucoup ont spéculé que les inversions de bits induites par les rayons cosmiques dans le système de contrôle électronique étaient la cause, à tel point que la National Aeronautics and Space Administration a été appelée pour aider à l'enquête. Mais il s'avère que les rayons cosmiques n'étaient probablement pas les coupables. La NASA a identifié comme principale cause les pédales d'accélérateur collantes, les tapis mal ajustés et, le plus souvent, les conducteurs appuyant sur l'accélérateur en pensant que c'était le frein. Cependant, les rayons cosmiques ont provoqué des pannes de supercalculateurs, en particulier à des altitudes élevées.
Le laboratoire national de Los Alamos, situé à 2200 mètres d'altitude, doit constamment faire face aux pannes de supercalculateurs induites par les neutrons. C'est pourquoi le logiciel enregistre automatiquement les données à intervalles fréquents et des détecteurs de neutrons ont été installés dans toute l'installation. Si vous allez encore plus haut, comme grimper à l'altitude de croisière dans un avion, vous pouvez voir le rayonnement des rayons cosmiques augmenter sur un compteur Geiger à 0,5 microsieverts par heure. À 18 000 pieds jusqu'à 1 microsievert par heure à 23 000 pieds, plus de 2 microsieverts par heure à 33 000 pieds et dépasse 3 microsieverts par heure à des altitudes encore plus élevées, notamment près des pôles. À l'altitude de croisière, cela augmente la probabilité d'une erreur de bit unique de 10 à 30 fois. Ce n'est pas critique si cela se produit dans votre ordinateur portable, mais qu'en est-il si cela se produit dans l'ordinateur de vol? Le 7 octobre 2008, un Airbus A330 a décollé de Singapour pour Perth. Un peu plus de 3 heures après le vol, l'avion a soudainement piqué du nez, plongeant de 200 mètres en 20 secondes. À l'intérieur de l'avion, tout le monde a ressenti une accélération négative de 0,8 G. On aurait eu l'impression que l'avion avait fait un tonneau. La force G était suffisante, même avec notre harnais 3 points, pour nous soulever tous les deux du siège et nous projeter vers l'avant. Peu de temps après, l'avion a encore perdu 120 mètres d'altitude. 119 personnes à bord ont été blessées, beaucoup en se cognant la tête contre le plafond. Les pilotes ont donc opté pour un atterrissage d'urgence à Learmonth. Lors de l'enquête qui suivit, la panne semblait provenir de la première unité de référence inertielle des données aériennes, ou ADARU en abrégé. Cet ordinateur fournit des données critiques comme la vitesse aérienne, l'angle d'attaque et l'altitude. La manière dont il fournit chacune de ces informations est sous forme d'un code binaire de 32 bits. Les 8 premiers bits identifient le type d'information et les bits 11 à 29 codent les données réelles. Ce qui semble s'être passé, c'est qu'un renversement de bits dans les 8 premiers bits a fait que les informations d'altitude ont été mal étiquetées comme des informations d'angle d'attaque. Dans le cockpit, les alarmes de survitesse et de décrochage se sont déclenchées simultanément, ce qui devrait être impossible. Mais l'avion a piqué du nez brusquement pour corriger ce qu'il pensait être un décrochage, projetant les passagers et l'équipage au plafond. Les enquêteurs ont examiné les bugs logiciels, la corruption des logiciels, une défaillance matérielle, les facteurs de l'environnement physique et les interférences électromagnétiques, mais chacune de ces possibilités a été jugée peu probable sur la base de multiples sources de preuves. L'autre événement déclencheur potentiel était un effet unique résultant de l'impact d'une particule atmosphérique à haute énergie sur l'un des circuits intégrés du module CPU. L'un des défis posés par les événements uniques est qu'il s'agit d'erreurs légères qui ne laissent pas de traces. Mais, curieusement, l'Airbus A330 a été construit en 1992, à une époque où il n'y avait pas de réglementation spécifique ou d'exigence des fabricants d'avions pour que les systèmes embarqués résistent aux effets d'événements uniques. Avec la navette spatiale, la redondance était intégrée dès la conception. Pour la navigation et le contrôle, il y avait 4 ordinateurs fonctionnant simultanément avec le même logiciel. Si un ordinateur avait une erreur légère, les 3 autres le surclasseraient et grâce à cette configuration, il pouvait également suivre la fréquence des inversions de bits. Lors d'une mission de 5 jours, STS-48, il y a eu 161 inversions de bits distinctes. Au-dessus de l'atmosphère, les rayons cosmiques sont si énergétiques que parfois on peut même les voir. De temps en temps, vous avez les yeux fermés et vous n'êtes pas encore endormi, et si vous attendez un peu, vous verrez occasionnellement un éclair de lumière. Et nous pensons que ce sont des particules lourdes ou des éclats d'énergie individuelle provenant des radiations qui traversent soit le globe oculaire lui-même, soit le nerf optique. La façon dont votre corps enregistre les radiations qui le traversent est assez étonnante en vous montrant un petit flash dans l'un de vos yeux, juste pour vous rappeler que vous êtes soumis aux radiations non seulement de notre Soleil, mais chaque étoile de l'univers qui rayonne vers vous. Je pense aux premiers astronautes qui ont dû fermer les yeux et voir cette radiation, se disant « Je ne vais le dire à personne, car personne ne m'en a parlé ». J'imagine les 2 premiers qui ont dit « Hé, parfois je vois des éclairs de lumière. Tu vois aussi des éclairs de lumière ?» Et là c'était « Ah, nous voyons tous des éclairs de lumière. D'accord, alors ça va. » Pour les missions vers d'autres planètes, la protection des appareils électroniques est essentielle.
Si un seul bit d'information contrôle une fonction critique sur votre vaisseau spatial, disons vos propulseurs, et que cela passe d'1 à 0, de allumé à éteint ou vice-versa, vous pourriez perdre la mission. C'est pourquoi l'ordinateur sur le rover Perseverance qui vient d'atterrir sur Mars a 20 ans. C'est un PowerPC lancé en 2001 avec seulement 256 mégaoctets de RAM et 2 gigaoctets de stockage flash. Mais il est durci contre les radiations, ce qui signifie que la conception, les matériaux, les circuits et le logiciel sont construits pour résister à 40 fois la radiation d'un ordinateur ordinaire. Il a été utilisé sur plus d'une douzaine de missions spatiales depuis 2005. En fait, lorsque nous avons commencé à tester le PowerPC il y a des années, nous avons simplement placé un processeur de système d'exploitation dans une ligne de faisceau où nous générons ces particules sur la planète et cherchons des pages de crash. Vous pouvez en quelque sorte comprendre ce qui ne va pas et essayer de le corriger pour ne pas arriver à une page de crash, car un vaisseau spatial qui entre dans ce mode est essentiellement irrécupérable. Alors que la sonde Voyager 1 quittait le système solaire, l'une des façons dont nous pouvions le dire était par une augmentation du flux de rayons cosmiques qu'elle a connu. Bien que sur Terre, les particules émanant du Soleil et le vent solaire soient une source de radiation, plus loin, ces mêmes particules maintiennent une bulle protectrice, l'héliosphère. Elle aide à dévier et à ralentir les rayons cosmiques de l'espace interstellaire, protégeant le système solaire des radiations ionisantes. Le Soleil a un cycle d'activité de 11 ans, donc cette protection fluctue. Le flux de rayons cosmiques sur Terre est beaucoup plus faible lorsque le Soleil est actif que lorsqu'il est en dormance. Dans l'histoire de notre planète, les rayons cosmiques ont peut-être joué un rôle encore plus grand en modifiant non pas les bits dans l'électronique, mais dans les codes génétiques des organismes vivants, fournissant une partie de la variation sur laquelle agit la sélection naturelle. Maria Vindevogel est maintenant membre de la Chambre des représentants belges, élue par les gens, pas par une particule. Mais son histoire est un rappel des milliards de particules parcourant l'univers depuis des millions ou des milliards d'années. L'une d'elles pourrait, à tout moment, changer votre vie en traversant un petit transistor et provoquer un crash.